Première vidéo de ce chapitre qui s'appelle Inégalité, valeur absolue, partie entière. Le but va être de manipuler de manière plus approfondie qu'au lycée les inégalités, les égalités, notamment celles qui contiennent des valeurs absolues, des parties entières, et aussi de définir un peu plus rigoureusement la notion de borne et d'extrémum. Donc avec ces deux petites devises Shadok que vous pouvez garder tout au long de la classe préparatoire. Alors, donc, les parties de ce chapitre sont exactement ce que je viens de rappeler. Donc, on va commencer là par des manipulations d'inégalités, rappeler ce que l'on a le droit de faire et surtout ce que l'on n'a pas le droit de faire. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ces inégalités? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une inégalité? C'est ce que l'on obtient en écrivant une relation d'ordre. La relation d'ordre ou de comparaison inférieure ou égale. Alors, il y a aussi inférieur strict, supérieur ou égal, supérieur strict, et on va parler de la relation de comparaison inférieure ou égale. Et on va mettre quelques petits mots mathématiques qui sont des mots que vous retrouverez dans le programme de classe préparatoire. On dit que R, l'ensemble des réels, est muni d'une relation de comparaison inférieure ou égale, qui est dite une relation d'ordre total, parce qu'elle possède 4 propriétés. Elle possède la réflexivité, c'est-à-dire qu'un nombre est toujours, un nombre réel bien sûr, est toujours inférieur ou égal à lui-même. Ce qui n'est pas le cas avec inférieur strict. Elle est aussi antisymétrique, c'est-à-dire que si jamais x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à x, alors nécessairement l'objet x est égal à l'objet y. Elle est transitive, c'est-à-dire que si x est inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z, alors x est inférieur ou égal à z. Et elle est totale, c'est-à-dire que si je prends deux réels quelconques, mais vraiment n'importe lesquels, aussi compliqués soient-ils, on peut toujours les comparer, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire que x est inférieur ou égal à y ou que y est inférieur ou égal à x. Ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés qui définissent une relation de comparaison totale. Vous voyez que ce n'est pas le cas avec inférieur strict, par exemple. Elle ne vérifie pas toutes ces propriétés, mais supérieur ou égal, oui, les vérifie. Donc ça permet de mettre quelques mots sur les propriétés des relations de comparaison. Le plus important, c'est néanmoins ce que je peux faire, la compatibilité du signe inférieur ou égal avec les opérations usuelles. Déjà, j'ai le droit d'ajouter à chaque membre de l'inégalité une même quantité C, qu'elle soit positive ou négative. Je peux aussi ajouter des inégalités sans scrupule, il n'y a pas de règles particulières à respecter. Je ne peux pas les retrancher par contre, attention. Je peux aussi, puis bien entendu, on les ajoute quand elles sont dans le même sens, ces inégalités, ça c'est évident. Si jamais je multiplie par un nombre négatif, les inégalités changent de sens. Donc attention, on était de base inférieure ou égale, inférieur ou égal à B, et là on change le sens de l'inégalité. Si je multiplie par un nombre C strictement positif, et dans ce cas-là, l'inégalité, je peux conserver le sens. On ne multiplie jamais par 0, bien entendu, puisque dans ce cas-là, on n'obtient rien de très intéressant. Je peux aussi multiplier des inégalités entre elles, mais sous réserve que les deux inégalités soient sur des nombres strictement positifs. Et enfin, si jamais j'ai deux nombres positifs tous les deux ou négatifs tous les deux, c'est comme ça qu'il faut le lire. Dans ce cas-là, si l'un est plus petit que l'autre, forcément quand je passe à l'inverse, c'est le contraire, c'est-à-dire 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur A. Ça, c'est grâce à la décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Voilà ce que j'ai le droit de faire sur ces inégalités. On va l'utiliser pour répondre à une certaine question qui est de trouver une inégalité, donc pour des réels x et y entre 0 et 1. Il faut démontrer que x sur 1 moins x est inférieur ou égal à la même quantité, mais écrite avec des y. Alors, une manière de faire à laquelle on pourrait penser, c'est de définir une fonction f telle que f de x soit égal à ce que j'ai souligné deux fois, et de se dire qu'en fait l'inégalité revient à prouver que f de x est inférieur ou égal à f de y, sachant que x est inférieur ou égal à y. Ça veut donc dire que la fonction f, il faudrait prouver que c'est une fonction croissante entre 0 et 1. C'est possible, on peut faire ça en étudiant la dérivée, il n'y a pas de souci, on trouve bien la bonne réponse à la fin. Néanmoins, je vais le faire sans, en essayant de manipuler juste des inégalités pour vous prouver qu'on peut aussi raisonner ainsi. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais essayer de construire les quantités qui interviennent dans cette inégalité. Je vais notamment essayer de construire le dénominateur,
C'est-à-dire que je pars de x plus petit que y, je multiplie l'inégalité par moins 1, donc je change de sens, et j'ajoute 1 des deux côtés pour obtenir que 1 moins x est supérieur ou égal à 1 moins y. Puis je continue, comme tous les deux nombres sont positifs, puisque y est plus petit que 1, bah, dans ce cas-là, je passe à l'inverse, et dans ce cas-là, j'obtiens bien cet ordre-là pour les dénominateurs avec 1 au numérateur. Ce n'est pas tout à fait la quantité que je souhaitais dans mon inégalité, mais je remarque qu'en multipliant à gauche par x, à droite par y, j'obtiendrai bien ce que je veux. Néanmoins, il n'y a pas de souci, puisque x est bien plus petit que y, et j'ai le droit de multiplier des inégalités, puisqu'il s'agit de nombres strictement positifs. C'est écrit ici. Et conclusion, bah, j'en déduis exactement l'inégalité que je veux. Voilà pour ce premier exemple pour prouver une inégalité. Donc, deux méthodes, et je viens d'en rédiger. Je remets les règles que j'ai utilisées. On voit bien que j'ai respecté tout ce qui était écrit, des règles 1 jusqu'à 6, et je n'ai pas utilisé autre chose. Je vous déconseille d'essayer de créer des règles exotiques par vous-même qui ne seraient pas correctes et qui amèneraient à des erreurs. Ces inégalités nous permettent de définir maintenant ce qu'on appelle des intervalles. Donc les intervalles dans R, ce sont certains des ensembles de R, parce que ce ne sont pas tous les ensembles de R. Par exemple, le Q, l'ensemble des rationnels, n'est pas un intervalle. Un intervalle, en fait, c'est un ensemble en un seul morceau. C'est un ensemble qu'on appelle connexe ou convexe, ici. Donc, c'est-à-dire que si je prends deux nombres dans l'intervalle, tous les nombres qui sont entre ces deux nombres doivent aussi être dans l'intervalle. Il n'y a pas de trou, entre guillemets, dans les intervalles. Vous avez les intervalles fermés, donc c'est l'intervalle AB fermé en A, fermé en B. Vous avez les intervalles ouverts en A et en B. Vous avez les intervalles semi-fermés, semi-ouverts, soit en A, ouvert en A, fermé en B, ou le contraire. Et donc, à chaque fois, c'est un ensemble de nombres qui vérifie une ou deux inégalités. Vous avez des intervalles fermés de la forme A plus l'infini ou moins l'infini B, fermés à chaque fois à la borne A ou B. Ils sont bien fermés. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, il y a des crochets où on exclut plus l'infini ou moins l'infini. Oui, mais plus l'infini, moins l'infini, ce ne sont pas des nombres, et le fait de mettre un crochet exclu est juste une convention de notation qui ne signifie rien sur le fait qu'on ait une inégalité stricte ou large en plus l'infini. On ne peut pas comparer un nombre à plus l'infini. En tout cas, on n'écrit pas de relation de comparaison avec plus l'infini. On a le même des intervalles ouverts, et puis on a deux intervalles qui sont à la fois ouverts et fermés. Alors pourquoi je dis qu'ils sont à la fois ouverts et fermés? C'est un petit peu compliqué à étudier. Vous verrez la vraie justification en deuxième année quand vous ferez le chapitre de topologie. Et dans ce cas-là, j'ai deux intervalles ouverts et fermés, l'ensemble de tous les réels, le plus grand des intervalles et le plus petit des intervalles, l'ensemble vide qui ne contient aucun réel. À quoi cela sert ces notations d'intervalles? C'est tout simplement pour donner une notation pratique pour résoudre des inéquations, par exemple. Donc, si je donne une inégalité, ici, je vais essayer de la résoudre. Alors, on pourrait se dire, j'ai mon inégalité, je brûle d'envie de multiplier par x plus 3 des deux côtés, de sorte à ce que la fraction disparaisse et que j'obtienne une inégalité qui se résout vraiment. Le problème, c'est que x est inconnu, x plus 3 peut être positif ou négatif, donc multiplier par une quantité dont je ne connais pas le signe, c'est interdit. Donc je ne fais pas ça. Donc un autre réflexe serait de se dire, les inégalités, comparer une quantité à deux, c'est pas facile. Par contre, donner le signe d'une quantité, en général, je sais faire. Donc, réflexe, c'est de comparer à 0. Donc je vais passer le 2 de l'autre côté en soustrayant 2 de chaque membre. Donc ma première méthode, c'est de soustraire 2, de mettre tout sur le même dénominateur, et j'obtiens une jolie quantité, qui est donc un quotient après une mise au même dénominateur. Cette quantité-là, si je veux connaître son signe, je n'ai qu'à faire un petit tableau de signes, vous le faites sur votre brouillon, et vous vous rendez compte que cette quantité est négative dans deux cas, quand x est plus petit que moins 7, ou x est plus grand que moins 3. Donc l'ensemble des solutions, vous l'avez ici.
Ça, c'est une première méthode. Dans la deuxième méthode, on va faire exactement ce que je dis de ne pas faire, c'est-à-dire multiplier par x plus 3. Néanmoins, je vais le faire parce que je vais faire une disjonction de cas. Donc, je vais me permettre de multiplier par x plus 3 parce que je vais me placer dans le cas où le signe est positif et dans le cas où le signe est négatif ensuite. Si x plus 3 est positif, dans ce cas-là, je vais multiplier par x plus 3. Je vais donc obtenir 2x plus 6 à droite et je vais bien conserver le sens de l'inégalité. Je vais regrouper les x à gauche, les constantes à droite, et j'obtiens à la fin que x est supérieur strictement à moins 7. Néanmoins, l'ensemble des solutions partielles, je rappelle qu'on n'est que dans le premier cas, ne sera pas moins 7 plus l'infini. Pourquoi? Parce que x, à la base, j'ai dit qu'il devait être supérieur à moins 3, vu la contrainte. Donc cette contrainte-là est moins forte que la première, donc on va garder uniquement la contrainte de la disjonction de k, c'est-à-dire que x va appartenir à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Je fais forcément le second cas, x plus 3 strictement négatif. Bien entendu, je ne fais pas le cas où c'est égal à 0, puisque déjà, il y a une valeur interdite que j'aurais pu signaler au tout début de l'équation, qui est que x doit être différent de moins 3. Dans ce cas-là, j'ai la même inégalité, mais avec le sens inversé, et j'obtiens donc forcément une inégalité identique, mais avec le sens inversé. Cette fois-ci, je réfléchis, je dois avoir que x est toujours, cette fois-ci par contre, plus petit que moins 3, mais que x doit être aussi plus petit que moins 7. Donc la condition la plus restrictive, ce n'est plus celle-ci, c'est celle qui dit que x doit être inférieur à moins 7. Donc mon x, je vais avoir un x dans l'intervalle moins l'infini moins 7. Maintenant, comme il s'agit d'une disjonction de cas, j'ai un joli ou, donc premier cas, ou deuxième cas. Donc l'ensemble des solutions ne va pas être l'intersection, mais va être la réunion des deux cas. Et donc l'ensemble des solutions, ça va être l'intervalle, enfin l'union d'intervalles, moins l'infini moins 7, union moins 3 plus l'infini. Et je retombe bien sur ce que j'avais donné lors de la première étape. Voilà qui conclut cette première vidéo sur les inégalités dans les réels.